Le 16 février 2002, Kenya Nicole Cook a ouvert la porte d'entrée de la maison louée de sa tante à Tacoma, dans l'État de Washington, et a trouvé un adolescent debout devant. Les deux ont discuté un instant avant que l'adolescent ne sorte une arme à feu et ne tire sur Kenya, une caissière de 21 ans. Un peu plus d'un mois plus tard, le 19 mars, Jerry Taylor, âgé de 60 ans, a été tué après qu'une seule balle tirée à longue distance l'a atteint alors qu'il s'entraînait sur un terrain de golf à Tucson, en Arizona. Au cours des 4 mois suivants, 2 autres décès et 4 blessés furent causés, apparemment par des balles perdues tirées au hasard. Le 1er août, John Gatter, âgé de seulement 51 ans, changeait son pneu après avoir découvert qu'il avait été crevé dans un parking à Hammond, en Louisiane. Il a été abattu d'une balle dans le dos pendant qu'il changeait le pneu. La balle a traversé John, mais il savait qu'il ne devait pas révéler qu'il était encore en vie. Il a fait semblant d'être mort pendant que le coupable le fouillait à la recherche d'objets de valeur, repartant de la scène avec le portefeuille de l'homme de 51 ans. Après le départ du tireur, John s'est relevé et est allé vers une station-service proche où il a constaté qu'il saignait. Ensuite, il est allé à l'hôpital et a été libéré après 1 heure. Puis, le 5 septembre à 22h30, le tireur a frappé de nouveau. Cette fois, la victime était un propriétaire de pizzeria de 55 ans nommé Paul Laruffa, qui a été touché par 5 balles à bout portant alors qu'il fermait son restaurant à Clinton, dans le Maryland. Heureusement, Paul a survécu. Quelques semaines plus tard, le 21 septembre, Million Waldmariam est devenu la prochaine cible. L'homme de 41 ans aidait le propriétaire d'un magasin Sammy's à Atlanta, en Géorgie, à fermer pour la nuit vers 00h15, abattu à la tête et au dos avec un pistolet calibre .22. Il est décédé de ses blessures. Plus tard dans la même journée, Claudine Parker, âgée de 52 ans, employée dans un magasin d'alcool à Montgomery, en Alabama, a été abattue en pleine poitrine et tuée lors d'un braquage. Sa collègue, Kelly Adams, âgée de 24 ans, a été grièvement blessée après avoir été touchée à la gorge par balle, mais a réussi à survivre. La dernière attaque de cette série de meurtres étranges a eu lieu le 23 septembre vers 18h30. Quand Ongim Bollinger, 45 ans, a été tué d'une balle dans la tête à Bâton Rouge, Louisiane. L'arme utilisée a été identifiée plus tard comme étant un fusil Bushmaster. Alors que la série d'attaques apparemment aléatoires n'en prenait fin, une nouvelle série de fusillades a commencé dans les États de Washington, D.C. et du Maryland. Ceci est l'histoire de John Allen Muhammad et Lee Boyd Melville et des attaques du tireur d'élite de Washington, D.C. À 17h20 le 2 octobre, une seule balle a été tirée à travers la fenêtre d'un magasin Michaels à Aspen Hill, dans le comté de Montgomery, Maryland. Le tir a frôlé une caissière du magasin nommée Anne Chapman. Malheureusement, personne d'autre n'a été blessé. Aucune autorité n'a été appelée car il n'y a eu aucun blessé. On a estimé que la balle était perdue et non tirée avec malveillance. 1 heure plus tard, cependant, James Martin, analyste de programme de 55 ans qui travaillait à l'Administration nationale océanique et atmosphérique, a été mortellement abattu au 2201 Randolph Road sur le parking d'une épicerie à Wheaton, également dans le comté de Montgomery. À partir de là, les choses n'ont fait qu'empirer. En environ 2 heures, le matin du 3 octobre, 4 personnes ont été tuées dans le comté de Montgomery. Une 5e victime a également été tuée par balle à Washington, D.C. Le premier décès est survenu à 7h41 du matin, où James L. Buckingham, un paysagiste de 39 ans connu sous le nom de Sonny, a été abattu au 1140 et un Rockville Pike. Il tondait la pelouse dans un établissement commercial près de Rockville lorsque l'incident s'est produit. Environ une demi-heure plus tard, le tireur a frappé de nouveau. Prem Kumar Walker, un chauffeur de taxi de 54 ans, a été tué à Aspen Hill alors qu'il faisait le plein de son véhicule dans une station-service mobile située à l'angle d'Aspen Hill Road et de l'avenue Connecticut.
Encore environ une demi-heure plus tard, la prochaine victime a été prise pour cible. Sarah Ramos, une femme de 34 ans originaire de Silver Spring, a été tuée dans un bureau de poste sur Rossmore Boulevard, près du centre commercial Leisure World. Des témoins ont vu une camionnette ou un camion blanc partir rapidement du parking après la fusillade. Le criminel a attendu longtemps avant de frapper de nouveau. À 9h58, Laurie Ann Lewis Rivera, âgée de 25 ans, a été mortellement abattue dans une station-service Shell à Kensington. Beaucoup plus tard dans la nuit, à 21h20, Pascal Charlotte, un menuisier retraité de 72 ans, a été abattu d'une balle dans la poitrine alors qu'il marchait sur Georgia Avenue à Washington, D.C. Bien qu'il ait été emmené d'urgence à l'hôpital, il est décédé moins d'une heure après. L'auteur de ces crimes était si rapide que les forces de l'ordre peinaient à suivre. Lorsque la nouvelle de la fusillade s'est répandue, les habitants de la région ont commencé à paniquer. Lors d'une conférence de presse, le chef de la police du comté de Montgomery, Charles Moose, a informé les parents que les écoles étaient en alerte bleue, ce qui signifiait que les enfants devaient en rester à l'intérieur en permanence. De nombreux parents sont venus chercher leurs enfants plus tôt, ne leur permettant pas de rentrer à pied ou de prendre le bus, de peur qu'ils ne deviennent une autre victime du tueur. Plusieurs écoles, publiques et privées, ont été confinées. Les récréations en plein air, les cours d'éducation physique et les sorties ont été annulées. À ce moment-là, les tireurs ont changé leur mode opératoire. Ils ont élargi leur zone d'action et, au lieu de commettre plusieurs meurtres par jour, ils espacèrent leurs attaques de 2 à 3 jours entre chaque fusillade. Le 4 octobre, Caroline Sewell, âgée de 43 ans, a été blessée par balle à la poitrine à 14h30, alors qu'elle rangeait ses sacs de course dans sa voiture sur le parking d'un autre Michaels. Celui-ci se trouvait à Fredericksburg, en Virginie. Heureusement, Carole a survécu et elle a pu quitter l'hôpital le 14 octobre. 3 jours après son agression, le 7 octobre à 8h09, un élève de 13 ans arrivant au collège Benjamin Tasker à Bowie, dans le Maryland, a été touché d'une balle dans la poitrine. Le garçon, nommé Iron Brown, a été grièvement blessé, mais sa tante, qui était infirmière et venait de le déposer, s'est précipitée à l'hôpital où il a été soigné. Il a survécu à ses blessures et a témoigné bien plus tard au procès d'un des responsables de l'attaque. 2 jours plus tard, le 9 octobre, les enquêteurs présents sur les lieux de la fusillade ont trouvé plusieurs preuves convaincantes. Le premier était une douille, le second était une carte de tarot, plus précisément la carte de la mort. Sur la carte, il était écrit « Appelle-moi Dieu ». Au dos, le coupable avait écrit « Pour vous, monsieur police, code Appelle-moi Dieu, ne pas divulguer à la presse ». Malgré cette exigence du tireur, et bien que des efforts ayant été faits pour garder cette information confidentielle, les détails de la carte de tarot ont été révélés au public en quelques jours. Le même jour où la carte de tarot a été retrouvée, un homme de 53 ans, ingénieur civil nommé Dean Harold Myers, a été abattu alors qu'il faisait le plein de son véhicule dans une station-service du comté de Prince William, en Virginie, près de la ville de Manassas. Comme lors d'une fusillade précédente, des témoins ont vu une camionnette blanche sur les lieux du crime. Encore 2 jours plus tard, dans la matinée du 11 octobre vers 9h30, Kenneth Bridges, un homme d'affaires de 53 ans, a été abattu alors qu'il faisait le plein de son véhicule dans une station-service Exxon près de l'Interstate 95 dans le comté de Spotsylvania, en Virginie. Le 14 octobre à 21h15, Linda Franklin, analyste du renseignement au FBI âgée de 47 ans, a été abattue dans un parking couvert du Home Depot dans le comté de Fairfax, juste à l'extérieur de Falls Church, en Virginie. Il a été rapporté que, dans ce cas précis, un témoin s'est manifesté avec des informations sur le tireur. Il a vite été découvert qu'il mentait, puisqu'il était dans le magasin lors du meurtre, et il a été condamné pour entrave à l'enquête. Durant les 5 jours après la mort de Linda Franklin, le tireur n'a pas agi. Des précautions ont été prises pour protéger au mieux les citoyens. Les stations-service installaient poêlaient des bâches pour se dissimuler à la vue du tireur, tandis que les habitants se déplaçaient ou s'accroupissaient en faisant le plein pour éviter d'être des cibles faciles. Le 19 octobre vers 20h, Jeffrey Hopper, âgé de 37 ans, a été blessé par balle sur le parking d'un restaurant Ponderosa, près de l'I-95 à Ashland, en Virginie, à environ 134 km au sud de Washington, D.C. La balle était restée dans son corps, mais les médecins l'ont retirée avec succès lors d'une opération.
Avec cette preuve, les forces de l'ordre ont relié l'attaque contre Jeffrey aux autres affaires en cours d'enquête. Pendant la fusillade, les forces de l'ordre ont aussi trouvé une lettre de 4 pages du tireur laissée sur place dans du plastique. Jusqu'à présent, les enquêteurs supposaient que plusieurs personnes étaient impliquées dans la série de fusillades, mais la lettre, utilisant des termes pluriels comme « nous », a confirmé leurs soupçons. La lettre exigeait que les tireurs reçoivent 10 millions de dollars et fournissait les informations d'un compte lié à une carte de crédit Bank of America Platinum, qu'ils avaient en volé à un chauffeur de bus en Arizona. La lettre précisait « Nous aurons des retraits illimités à n'importe quel distributeur automatique dans le monde entier ». Les enquêteurs ont aussi constaté que la même carte de crédit avait servi à acheter de l'essence à Tacoma, Washington. La lettre devenait de plus en plus glaçante à mesure que la police la lisait. Elle disait « Votre silence vous a coûté 5 vies. Si stopper les meurtres compte plus que de nous attraper, vous accepterez notre exigence non négociable. » Les enquêteurs estimaient en ce que la demande d'argent était une idée de dernière minute, puisque 12 fusillades avaient déjà eu lieu sans aucune exigence auparavant. Les auteurs de la lettre voulaient clairement contacter les autorités. Ils ont donné un numéro de cabine téléphonique devant le restaurant Pander Ponderosa et demandé aux autorités d'attendre leur appel. La lettre se terminait par des phrases comme « Si essayer de nous attraper maintenant est plus important, alors préparez vos sacs mortuaires, la parole est donnée », ainsi qu'un post-scriptum qui disait « Vos enfants ne sont en sécurité nulle part, à aucun moment ». Le 21 octobre, la police de la région de Richmond a arrêté 2 hommes devant une station-service. L'un d'eux possédait une camionnette blanche. Les hommes étaient des immigrés sans papier qui n'avaient aucun lien avec l'affaire, mais ils ont subi des fouilles corporelles internes et ont été placés en détention fédérale. Ils ont ensuite été expulsés. Le lendemain, un chauffeur de bus de 35 ans nommé Conrad Johnson a été abattu alors qu'il se tenait sur la marche supérieure à l'intérieur de son bus à Aspen Hill, dans le Maryland. Transporté à un hôpital à Bethesda, il est décédé de ses blessures. À la même période, le chef de la police Moose a révélé des détails de la lettre reçue du tireur par les forces de l'ordre. De plus, après la fusillade, les auteurs ont tenté de contacter les enquêteurs en appelant la ligne téléphonique spécialement mise en place pour l'affaire. Pendant ce temps, de nombreuses agences des forces de l'ordre travaillaient ensemble pour tenter d'arrêter les auteurs, notamment le FBI et l'ATF, le département des transports de Virginie et le Secret Service américain. Bien qu'elle ait été dirigée publiquement par le département de police du comté de Montgomery, sous la direction du chef de la police Moose. Le FBI a aidé à établir un profil comportemental du tueur et a estimé que le tireur était un homme blanc, âgé de la fin de la vingtaine ou du début de la trentaine, ayant un niveau d'éducation équivalent au lycée et probablement divorcé. L'agence a également apporté son aide en utilisant un logiciel d'animation pour déterminer où se trouvait le tireur lors de ses crimes, ce qui les a amenés à penser qu'une personne agissait comme guetteur pendant que l'autre effectuait les tirs. De plus, l'ancien détective de la police canadienne Kim Rosmo a été sollicité pour établir un profil géographique du tueur. Il a également été découvert que le tireur préférait les balles de .223, un type de munition très courant qui pouvait être utilisé dans une grande variété de fusils. La police n'a jamais tardé à intervenir sur les scènes de crime. À leur arrivée, ils ont bouclé les routes et autoroutes avoisinantes et ont interrogé et inspecté tous les conducteurs et véhicules. De plus, ils ont ratissé la zone, parlé aux habitants et recueilli les images de vidéosurveillance des établissements voisins. Au 4 octobre, les fusillades qui avaient eu lieu entre le 2 et le 3 avaient toutes été reliées par la police scientifique à la même arme. Bien que des témoins se soient manifestés avec des informations, leurs récits étaient souvent confus et fragmentaires, et peu de ceux qui ont parlé aux enquêteurs ont été jugés fiables. Une ligne téléphonique dédiée à l'affaire a été submergée d'informations. Comme mentionné précédemment, de nombreux signalements indiquaient qu'une camionnette blanche ou un camion blanc étaient liés aux faits. Lors d'un incident, une camionnette blanche avec des lettres vertes aurait fui à toute vitesse après que Sarah Ramos a été abattue près du centre commercial Leisure World à Silver Springs, Maryland. Les autorités de l'État ont arrêté tous les fourgons et camions blancs repérés. Une voiture grise, suspectée d'être liée au crime, a fui après la fusillade de Caroline Sewell. Bien que cela n'ait pas abouti, un appel des auteurs a été localisé dans une cabine téléphonique d'une station-service du comté de Henrico, Virginie.
Quand les autorités sont arrivées, la cabine téléphonique était déjà abandonnée. La police a d'abord arrêté les occupants d'une camionnette blanche proche, puis a constaté son erreur. L'affaire a été longuement couverte dans les journaux télévisés et présentée dans « Les criminels les plus recherchés d'Amérique ». De nombreux articles du New York Times ont été fabriqués ou plagiés par Jason Blair, suscitant une grande controverse à l'époque. Blair et 2 rédacteurs en chef ont ensuite quitté le journal. Alors que le public cherchait à éviter d'être des cibles pour les tireurs dans les stations-service, certains ont choisi de faire le plein sur une base navale à Bethesda, estimant cette option plus sûre. Les bâtiments officiels et sites touristiques ont reçu plus de sécurité et des policiers supplémentaires patrouillent désormais autour des écoles. Les conducteurs de fourgonnettes et camions blancs étaient vus comme suspects par automobilistes et piétons, tandis que la sortie du film Phone Booth a été reportée à avril, 2003 jugé potentiellement choquant après les événements récents. Ce thriller avec Colin Farrell et Forest Whitaker suit un attaché de presse répondant à l'appel d'un tireur d'élite dans une cabine téléphonique. Un sondage réalisé par le Washington Post en octobre 2002 a demandé aux habitants de Washington DC ce qui leur faisait le plus peur. La grande majorité, soit 44%, a déclaré qu'elle craignait davantage une attaque de tireurs d'élite que toute autre chose. 29% ont mentionné les attentats du 11 septembre contre 13% pour la menace de l'anthrax. Le tournant dans l'affaire du tireur d'élite de Washington a eu lieu quand l'un des auteurs a évoqué lors d'un appel un meurtre antérieur à Montgomery. La police a identifié ce meurtre comme celui de Claudine Parker qui a été tuée dans son propre magasin d'alcool le 21 septembre 2002, peu de temps avant le début des meurtres à Washington. En examinant ce crime, on a découvert qu'un des auteurs avait laissé un chargeur sur place. Lors de l'analyse des empreintes digitales, on a découvert qu'un ensemble d'empreintes nettes avait été laissé sur place et qu'elles ont pu être facilement identifiées en les comparant à celles de la base de données de l'immigration. Les empreintes appartenaient à Lee Boyd Melville, un immigré jamaïcain de 17 ans, connu pour fréquenter John Allen Muhammad, un ancien soldat de 41 ans. Le mystère a rapidement commencé à se dissiper. On a découvert que Kenya Cook, la première victime du duo à Tacoma, était en réalité une amie de l'ex-femme de Muhammad, qu'il avait convaincu de le quitter lorsque la relation était devenue abusive. De plus, son ex-femme, Mildred, vivait dans le comté de Prince George, dans le Maryland, adjacent au comté de Montgomery, et Mildred avait une ordonnance restrictive contre lui. On a aussi découvert que le véhicule de Muhammad était une Chevrolet Caprice berline bleue de 1990 que des témoins avaient aperçu vers la fin des crimes en Virginie. La voiture avait des plaques du New Jersey et avait été remarquée par des policiers en patrouille près des lieux des fusillades dans plusieurs États. À l'époque, elle n'avait pas été liée à l'affaire, donc jamais arrêtée ni inspectée. La voiture avait été aperçue le 3 octobre, peu de temps avant la fusillade de Pascal Charlotte à Washington, D.C., et avait de nouveau été vue près de la Jones Falls Expressway le 8 octobre. Après ces découvertes, les forces de l'ordre ont lancé une alerte médiatique, demandant au public de rester vigilant et de surveiller ce véhicule. À 3h15 du matin, le 24 octobre, la voiture a été retrouvée dans une aire de repos près de l'Interstate 70, près de Mearsville, dans le Maryland. Ces 2 occupants, Malvo et Muhammad, dormaient à l'intérieur. La police a agi après avoir reçu un tuyau d'une femme ayant repéré le véhicule. Quelques heures plus tôt, le chef de la police Moose avait adressé ce message aux auteurs des fusillades via les médias. Vous avez dit vouloir que nous fassions et disions certaines choses. Vous nous avez demandé de dire « Nous avons attrapé le tireur comme un canard pris dans un nœud coulant ». Nous comprenons qu'il est important pour vous de nous entendre dire cela. À l'aire de repos, le premier arrivé fut l'agent de première classe D. Wayne Smith de la police de l'État du Maryland. Il a aussitôt placé sa voiture banalisée pour bloquer la sortie de l'aire de repos entre 2 semi-remorques. Progressivement, d'autres agents sont arrivés, bouclant les rampes de sortie et d'entrée et bloquant toutes les voies d'évasion possibles. Après cette tâche, les agents du SWAT ont procédé aux arrestations.
À l'intérieur du véhicule, en plus des 2 tireurs, les autorités ont retrouvé un fusil Bushmaster XM15 de calibre 223 qui avait été volé, car ni Malvo ni Muhammad n'étaient autorisés à acheter des armes. Un trépied pour l'arme et un ordinateur portable volé à une de leurs victimes. L'ordinateur portable contenait des cartes des zones d'activité des 2 hommes et des brouillons de lettres similaires à celles envoyées à la police. Une liste nommée « Personnes à tuer plus tard » a aussi été retrouvée. Elle contenait les noms de plusieurs personnes. Le fusil a été relié à 11 des 14 fusillades et était une arme semi-automatique équipée d'une lunette holographique Bushnell efficace à des distances allant jusqu'à 300 mètres. La voiture avait aussi été modifiée pour servir de nid de sniper mobile. La banquette arrière avait été modifiée pour accéder au coffre, et un trou près de la plaque d'immatriculation permettait aux tireurs de faire feu. Après leur arrestation, le duo a été conduit à la division des mineurs pour des interrogatoires séparés. Le détective Terry Ryan de la division des crimes majeurs du département de police du comté de Montgomery a indiqué que Malvo avait tenté de s'échapper après avoir été placé dans une salle d'interrogatoire sécurisée à Rockville, Maryland. Lors de sa première séance d'interrogatoire, Malvo communiquait principalement par des gestes de la main. Lorsqu'on lui a conseillé qu'il serait dans son intérêt de communiquer avec les forces de l'ordre, il a porté ses doigts à ses lèvres et a mimé le geste de les fermer avec une fermeture éclair. Quand on lui a présenté des formulaires à signer, il a mimé le geste de froisser et jeter le papier, refusant de signer. Malvo n'a pas communiqué verbalement avant d'être remis aux autorités de Fairfax County, en Virginie. C'est ici qu'il a assumé la responsabilité de toutes les fusillades, affirmant qu'il était le tireur. Il a également déclaré que, s'il en avait l'occasion, il recommencerait ses actes. En dehors de cela, il était difficile de lui parler, car il semblait répéter mécaniquement les mots et les phrases que Muhammad lui avait appris, et cela sonnait étrange et récité. Voici un exemple des réponses étranges de Malvo lors de son interrogatoire, extrait du livre La fabrication de Lee Boyd Malvo, le tireur d'élite de Washington, par Cometa Alvarez et Jonathan Ashmack. À un moment donné, il a même demandé qui était son père. L'intervieweur pensait que Malvo évoquait son père biologique, mais il a vite précisé qu'il parlait de Muhammad. De même, Muhammad, lors des interviews, parlait souvent de Malvo comme de son fils. Il est vite devenu évident que le duo avait tissé des liens profonds et que leur relation ressemblait davantage à celle d'un père et d'un fils qu'à autre chose. Lee Boyd Malvo est né le 18 février 1985 d'un ouvrier du bâtiment nommé Leslie Malvo et d'une couturière nommée Una James à Kingston, en Jamaïque. En tant que bébé, Malvo était choyé par son père, et la relation entre les deux s'est rapidement renforcée. Leslie encourageait les rêves de Malvo de devenir pilote, lui achetait des cadeaux, y compris un tricycle qu'il adorait, et lui permettait de vivre son enfance sans jamais le gronder pour ses accidents ou ses erreurs. Les amis de Leslie se souvenaient de lui comme d'un père merveilleux et d'un bon exemple pour les autres. La mère de Malvo, en revanche, était tout le contraire. Une femme intelligente, mais au tempérament colérique, sujette à des sautes d'humeur. Sa famille avait des antécédents de maladie mentale et n'approuvait pas qu'elle poursuive des études. Una gérait son foyer avec sévérité et punissait souvent Malvo pour de petites erreurs. Elle le pinçait et l'insultait souvent verbalement. Elle affirmait souvent que le père manquait d'ambition et voulait éviter que son fils lui ressemble. Quand Leslie était là, il empêchait Una de nuire à Malvo. Leslie ne pouvait souvent pas protéger son fils, étant au travail. Malvo se souvient avoir vu ses parents se battre à cause de l'addiction au jeu de Leslie.
Una pensait que cette habitude nuisait aux finances familiales, tandis que Leslie estimait pouvoir subvenir aux besoins de sa compagne et de leur enfant. Finalement, la dispute a dégénéré au point que Leslie a frappé Una. Elle s'est vengée en l'attaquant avec une machette. Suite à cela, en 1988, Leslie a accepté un emploi comme ouvrier du bâtiment à Grand Caïman, ce qui signifiait qu'il serait absent de la maison jusqu'à 6 mois par an. Cependant, avant de partir, il a déménagé Una et Malvo dans une belle maison située dans un quartier agréable, peu touché par la criminalité. Mais le tempérament d'Una ne s'est jamais amélioré et Malvo a toujours subi ses mauvais traitements. 2 ans plus tard, Una en a eu assez de son arrangement avec Leslie. Il aurait refusé qu'elle le rejoigne à Grand Caïman et Una l'a accusé d'avoir une liaison pendant son absence. Leslie a nié et expliqué qu'il lui avait acheté une bague de fiançailles pour la demander en mariage à son retour, mais c'était trop tard. La relation était brisée, malgré les tentatives répétées de Leslie pour reconquérir Una, qu'il a toujours rejetée. Elle a vidé leur compte commun et s'est installée chez sa sœur séparée, Marie. À la suite de cet événement, les amis de Leslie l'ont décrit comme un homme perdu, notant que Malvo était toute sa vie. Una a finalement rencontré un autre homme, devenant vite son nouveau compagnon. Pourtant, Malvo lui en voulait et voulait être avec son père. Il exprimait souvent son aversion pour le compagnon de sa mère, ce qui l'a poussé à l'attaquer. Et elle l'a même frappé parce qu'il exprimait le désir d'être à nouveau avec son père. Malvo, malgré une famille dysfonctionnelle, était selon tous un bon élève. Ses enseignants le disaient intelligent, curieux, généreux et bienveillant. Chez lui, il était fréquemment gardé par des baby-sitters. Adulte, Malvo se rappelle un souvenir refoulé d'agressions sexuelles par l'un d'eux. La vie avec Una était tumultueuse. La vie en Jamaïque était difficile, et Una peinait à subvenir à leurs besoins avec son seul revenu. À l'âge de 8 ans, Malvo avait déjà été témoin de 3 meurtres, car lui et sa mère vivaient dans un quartier extrêmement dangereux. Finalement, Una a décidé qu'il devait repartir à l'étranger. C'était la seule façon pour elle de vraiment subvenir aux besoins de son fils et de lui offrir une vie meilleure. Pendant qu'Una partait à l'étranger, elle a laissé Malvo aux soins de plusieurs amis. La première amie qu'il a accueillie avait un petit ami qui n'aimait pas Malvo et le frappait souvent lorsque l'ami de sa mère n'était pas là. Malvo a écrit à sa mère au sujet des mauvais traitements, mais il n'a jamais eu de réponse. En 1995, à l'âge de 10 ans, l'ami d'Una a décidé qu'elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Il a ensuite été envoyé chez Leslie, qui disait ne pas pouvoir le garder car il travaillait encore à temps partiel au Caïman, mais Malvo pensait plutôt que la compagne de son père ne voulait pas de lui. Il a été profondément blessé par le rejet de son père. Ce rejet est souvent cité comme un élément déclencheur chez Malvo. Il voulait l'amour de son père, ce qui l'a rendu vulnérable et influençable envers les hommes plus âgés. Après cela, Malvo a passé du temps avec sa mère puis avec sa tante Marie. Il a vite découvert que sa tante était tout aussi lunatique qu'Una et qu'elle pouvait aussi être tout aussi dure. Elle croit à la punition corporelle, mais Malvo a noté dans ses journaux à l'époque qu'il considérait la ferme où elle vivait comme son sanctuaire, écrivant « À la campagne, nous vivions sur plusieurs acres de terres agricoles. Nous élevions chèvres, cochons et cultivions ignames, pommes de terre. Des vergers abritaient mandariniers, mandariniers, pamplemoussiers et orangers. Les pentes étaient couvertes de mûriers donnant des fruits toute l'année. La ferme est devenue mon refuge. » Après avoir réussi son examen d'entrée au lycée, Una est rentrée brièvement chez lui. Elle a acheté une console Nintendo à Malvo, mais s'est vite énervée contre lui pour avoir négligé ses anciens cadeaux, puis s'est retournée contre Marie en lui reprochant de ne pas s'occuper de son fils comme elle l'aurait voulu. Cependant, Marie a fait valoir qu'elle ne pouvait pas s'occuper correctement de Malvo parce qu'Una avait arrêté d'envoyer de l'argent pour subvenir à ses besoins. Una a retiré Malvo de chez Marie et l'a envoyé vivre chez une autre amie, Sonia. Sonia avait 2 fils et traitait Malvo comme l'un des siens. Pendant cette période, il continuait d'être un bon élève, reconnu pour sa gentillesse et sa perspicacité. Malvo était constamment harcelé à l'école. Encore une fois, à l'âge de 12 ans, Malvo a déménagé de nouveau. Cette fois, il a été accueilli par la fille de la tante d'Una, une institutrice de 21 ans, qui cherchait à l'écouter et à l'encourager. Sa tante n'avait aucun intérêt pour la punition corporelle. Simone Powell semblait avoir beaucoup influencé Malvo. Ils étaient heureux ensemble, ils semblaient s'épanouir grâce à elle. Comme avant, Una n'a pas pu payer les soins de Malvo, mais Simone refusait d'abandonner le garçon de 12 ans. Ils faisaient avec leurs moyens,
et chaque centime que Simone avait servait à l'entretien de Malvo. Simone a découvert les difficultés et les peurs du garçon et l'instabilité de sa mère. Elle remarqua qu'il avait toujours le désir de retrouver son père et s'inquiétait qu'il s'attache à n'importe quelle figure masculine qui lui montrait de la gentillesse. Finalement, la situation financière devint trop difficile et inquiéta Simone. Elle refusait d'abandonner Malvo et comptait donc l'envoyer voir Leslie, espérant que le père de l'enfant donnerait de l'argent pour l'aider. Avant que ce plan ne puisse être mis à exécution, cependant, Una rentra à la maison, furieuse que Simone ait inscrit Malvo dans une autre école, car l'ancienne était beaucoup trop loin. Malgré les efforts de Simone pour garder Malvo, Una l'a encore retiré et mis en pension. Elle l'a aussi réinscrit dans son ancienne école. Avant de repartir, elle lui a dit « Laisse-moi recevoir un mauvais bulletin et tu verras ce que je te ferai. » Dès lors, Malvo a commencé à se sentir déprimé. Au milieu du trimestre, les paiements de sa pension ont cessé. Madame Robertson, la propriétaire, l'a remarqué, mais a continué à nourrir Malvo et à lui donner de l'argent pour le déjeuner. À cette époque, il a rendu visite à Leslie, qui était heureux de le voir, mais Malvo n'a pas réussi à lui décrire la situation dans laquelle il se trouvait, ni à demander une aide financière. Finalement, Leslie a laissé partir son fils avec une petite somme d'argent, l'équivalent de 5 à 10 $. Peu après, Una est rentrée chez elle, mais elle avait été expulsée et avait perdu beaucoup d'argent. De plus, le bulletin scolaire de Malvo n'était pas bon, et ils avaient perdu leur maison d'origine qu'Una avait laissée aux soins de sa grand-mère, Epsi. Le propriétaire du logement était mécontent d'elle et a dit à Una que ni elle ni Epsi n'étaient plus les bienvenus. Après cette nouvelle, Una a infligé à Malvo l'une des pires corrections qu'il ait reçues d'elle. Une fois rétabli, il a tenté de se suicider dans un verger, mais a été retrouvé par sa mère et un menuisier travaillant à proximité. Una semblait pleine de remords pour ses actes et effrayée à l'idée de perdre son unique enfant, mais cela ne dura pas et elle revint rapidement à son comportement habituel. Après cela, Malvo a été confié à l'un de ses premiers tuteurs, Sonia. À ce moment-là, Una avait un passeport de remplacement et prévoyait de voyager vers une autre île. Malgré leur relation tendue et violente, Malvo ne voulait pas reperdre sa mère. Il était las de l'instabilité qu'elle lui imposait. Il a essayé de la convaincre de rester, allant jusqu'à parler avec le directeur adjoint de son école, ainsi qu'avec son conseiller d'orientation. Mais ces tentatives ont échoué, et Una est partie pour l'île d'Antigua. Il aurait dit à sa mère avant son départ « Tu ne sens pas que tu es en train de me perdre, tu ne le vois pas ?» Le séjour chez Sonia a été conforme aux attentes. Finalement, Una a cessé d'envoyer de l'argent pour couvrir les frais liés à la prise en charge de son fils. Et après un certain temps, il a commencé à présenter des signes de négligence à son égard, même si Sonia faisait de son mieux pour s'occuper de lui et Malvo le savait. Suite à cela, son enseignante, mademoiselle Maxwell, a proposé de l'accueillir et de s'occuper de lui gratuitement jusqu'à la fin de ses études secondaires. Una a accepté. Dès lors, Malvo s'en sortait bien. Il avait sa chambre et a écrit dans son journal « Je suis devenu membre d'une famille. Ils m'ont traité comme si j'avais toujours été là. Je parlais moins, faisais mon travail et allais à l'école en faisant des efforts les derniers mois de l'année. » Il se souvenait aussi qu'il avait sa propre parcelle à la ferme, où il plantait des choux, des carottes et des poivrons. Il appréciait la sensation de les voir pousser. Les Maxwell espéraient en nourrir et héberger Malvo jusqu'à ce qu'il ait fini l'école, mais Una avait d'autres plans. Elle disait qu'elle s'était installée à Antigua et qu'elle avait obtenu une maison pour eux deux, alors Malvo a quitté la Jamaïque pour la rejoindre. Il a été très déçu de découvrir que, pour sa mère, une maison était une cabane d'une pièce sans salle de bain, avec pour lit un simple matelas sans mousse sur une planche et 2 parpaings. De plus, son commerce consistait en une glacière, à partir de laquelle elle vendait des boissons fraîches. Malgré cela, Una a réussi à inscrire Malvo dans l'une des meilleures écoles privées de l'île, et en septembre 1999, à l'âge de 14 ans. Il a fait sa rentrée au lycée adventiste du 7e jour de St. John's. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'Una ne le laisse à nouveau seul. Après avoir payé quelques trimestres scolaires et laissé de l'argent pour 2 mois de loyer, il a vite eu du mal à s'en sortir et s'est tourné vers de petits délits pour survivre. Il volait des CD dans des magasins de musique, puis gravait ses propres copies et les revendait illégalement. Il ne gagnait pas grand-chose, mais c'était suffisant pour lui permettre de tenir entre-temps. Quand sa mère l'a fait venir de Saint-Martin,
il a découvert qu'elle avait trouvé un autre appartement d'une seule pièce, pas très différent de celui qu'il venait de quitter. À son arrivée, Oona l'a réprimandé inutilement pour son écriture et l'état négligé de ses vêtements, puis elle lui a présenté son petit ami peu recommandable. Le duo retourna rapidement à Antigua, contrairement au plan initial d'Oona qui voulait partir en Amérique depuis Saint-Martin. Mais son ancien petit ami à Antigua, qui était plus âgé qu'Oona et venait de devenir veuf, lui proposa de lui louer un appartement plus grand et plus agréable et déclara qu'il paierait les frais de scolarité de Malvo. C'est ainsi que le duo retourna sur l'île. C'est là que Malvo rencontra John Allen Muhammad. John Allen Williams est né le 30 et 1 décembre 1960 à Baton Rouge, en Louisiane, de Ernest et Eva Williams. La famille, avec les 4 frères et sœurs de John, a déménagé à la Nouvelle-Orléans après le diagnostic de cancer du sein d'Eva, décédé quand John avait 3 ans. Après sa mort, Ernest est parti, laissant ses enfants aux soins de leur grand-père maternel et de plusieurs tantes. En 1978, à l'âge de 17 ans, John a obtenu son diplôme de Scotlandville High School et s'est engagé dans la Garde nationale de Louisiane, où il a servi pendant 7 ans. Il aurait, en 1982, été traduit en cour martiale pour avoir désobéi aux ordres d'un sous-officier et aurait ensuite été condamné à une amende de $100 et rétrogradé. À cette époque, il a épousé sa première femme, Carol, avec qui il a eu un fils. 1 an plus tard, Muhammad a frappé un sous-officier à la tête et a écopé d'une autre amende de $100, mais cette fois, il a également été menacé de 22 jours d'isolement. En 1985, à l'âge de 25 ans, il a quitté la Garde nationale où il avait été ingénieur du génie, et 2 ans plus tard, il s'est engagé dans l'armée régulière. Là, il a été formé comme mécanicien, chauffeur de camion et spécialiste en travail des métaux. La même année, il a divorcé et rejoint la Nation de l'Islam. En tant que membre, il a aidé à assurer la sécurité de la marche du million d'hommes qui a eu lieu plus tard en 1995. Et en 2001, il a officiellement changé son nom de famille en Muhammad. En 1988, il s'est remarié. Avec Mildred, sa nouvelle compagne, il a eu 3 enfants. Pendant son service dans l'armée régulière, Muhammad s'est qualifié avec le fusil standard de l'armée, le M16, ce qui lui a valu l'insigne de tireur d'élite, le niveau le plus élevé des 3 niveaux de tir de base pour un soldat. En 1990, Muhammad a servi lors de la première guerre du Golfe dans une compagnie chargée d'inspecter, cataloguer et démanteler les armes chimiques irakiennes. Pour ses services à cette occasion, il a reçu plusieurs médailles. En 1992, cependant, il a été accusé d'incendie criminel aggravé, bien qu'aucune mesure n'ait été prise. Entre 1994 et 1995, John a servi dans la Garde nationale de l'Oregon, avant d'être libéré honorablement et de s'installer à Tacoma, dans l'État de Washington, avec sa famille. En 1995, Muhammad a été arrêté 2 fois, pour conduite avec permis suspendu, et a alors décidé de créer son entreprise. Il a d'abord essayé d'ouvrir un atelier de mécanique, puis de lancer une école de karaté. Les 2 entreprises mais ont échoué. En 1999, Mildred et Muhammad se sont séparés, et peu de temps après, Mildred a demandé le divorce. Elle a ensuite déclaré au Washington Post que son mari était revenu du Golfe Persique en homme changé. C'était un homme en colère. Je ne le connaissais pas. Celui que je connaissais est resté en Arabie Saoudite. Elle a également déclaré que son mari aimait le jouer à des jeux psychologiques. Il savait exactement quel mot utiliser pour la provoquer. Il réfléchissait toujours, son esprit n'était jamais au repos. Le 8 mars 2000, Muhammad est arrivé à Antigua accompagné de ses 3 enfants qui utilisaient les noms de Fred Allen Lee, Teresa Lee et Lisa Lee. À ce moment, Muhammad n'avait pas changé de nom de famille. Il voyageait sous le nom de Thomas Allen Lee. À leur arrivée sur l'île, le groupe de 4 a été accueilli par Joanne Green, contacté par sa cousine pour héberger la famille. La première chose qui lui a paru étrange, c'est que le groupe avait l'intention de rester pendant 6 semaines. Pourtant, les enfants et Muhammad n'avaient en tasse qu'un sac à dos chacun. 4 semaines après leur arrivée, Muhammad a annoncé devoir retourner à Washington. Il a demandé à Joanne de garder les enfants, elle a accepté. Elle a alors commencé à interroger les enfants, sentant que quelque chose n'allait pas, et a ensuite appris l'existence du jeu des prénoms, où Muhammad donnait $1 à l'une de ses filles chaque fois qu'elle se souvenait de dire le prénom qu'il lui avait donné. Joanne et sa fille, Charmaine, ont remarqué qu'ils prenaient leur lecteur de cassette chaque soir et diffusaient quelque chose pendant que ses enfants dormaient. Non, elles pensaient que Muhammad endoctrinait ses enfants.
Finalement, John Jr., qui utilisait le prénom Fred et était l'aîné des enfants, a révélé que son père avait des droits de visite, mais qu'il avait emmené les enfants loin de leur mère. En entendant cela, Joan a compris que les enfants avaient été enlevés et a appelé Muhammad, lui disant de venir récupérer les enfants ou qu'elle contacterait les autorités. John a décrit Muhammad comme un père dévoué qui protégeait ses enfants, mais il a noté qu'elle doutait toujours de ses intentions. Elle a également déclaré qu'il avait une manière d'attirer le respect des enfants du quartier et qu'elle sentait qu'il y avait un magnétisme chez lui qui les attirait vers lui. Après avoir quitté la résidence de Joan, Muhammad et ses enfants ont emménagé chez un couple jamaïcain désirant s'installer aux États-Unis, qui s'est vite attaché à eux. Il se souvenait qu'il était un bon père, attentif, qui les emmenait à la plage et vérifiait leurs devoirs. En octobre 2000, Muhammad et Malvo se sont enfin rencontrés par hasard dans un magasin d'électronique à St. John's, Antigua. Malvo s'y rendait souvent car il appréciait les jeux proposés. Il se rappelait qu'il observait souvent les autres jouer car il y avait trop de monde pour qu'il puisse participer. Un garçon qu'il regardait jouer était John Jr., l'aîné de Muhammad, qui jouait à un simulateur de combat. Malvo observait leurs plaisanteries et leurs interactions affectueuses, et il se rappelait les moments où son propre père lui parlait de ses rêves de devenir pilote. Il remarqua aussi la façon dont l'attention de Muhammad ne se détournait jamais de son fils et la manière dont il écoutait tout ce que le jeune enfant lui disait. La vie familiale de Malvo restait similaire. Una s'en sortait mieux mais voulait toujours partir aux États-Unis. On lui a dit qu'un certain John Muhammad pouvait l'aider à obtenir un visa pour s'y rendre. En accompagnant sa mère chez Muhammad, Malvo fut ravi de découvrir que cet homme qui allait aider sa mère était le même qu'il avait vu à la boutique d'électronique. Il s'est avéré que John Jr. voulait aussi être pilote, et lui et Malvo se sont vite entendus. Una a promis à son fils que dès qu'elle aurait assez d'argent, elle demanderait à Muhammad de faire venir Malvo aux États-Unis. Un événement clé qui a renforcé la relation entre Muhammad et Malvo fut la maladie de la fièvre rhumatismale de l'adolescent. Muhammad a retrouvé le garçon seul chez sa mère, l'a pris dans ses bras, appelé un taxi et l'a emmené à l'hôpital. Par la suite, Muhammad a ramené Malvo chez lui. Après des soins et médicaments, l'adolescent redevint normal. C'est à ce moment que les deux se sont rapprochés et ont commencé à tout faire ensemble. Comme l'avait prédit son ancienne tutrice, Simone Powell, il était vulnérable face à cette figure paternelle plus âgée et il en est vite venu à lui faire confiance, partageant son histoire de vie avec Muhammad. Muhammad a également partagé ses propres problèmes et traumatismes avec Malvo, affirmant que sa femme l'avait trompé, l'avait quitté, avait pris tout son argent et détruit toutes ses entreprises. L'homme plus âgé n'a pas tardé à prendre l'adolescent sous son aile. Muhammad a dit à Malvo qu'ils ne s'étaient pas rencontrés par hasard, mais par le destin. Peu de temps après, Muhammad a commencé à présenter l'adolescent comme son propre fils, et bientôt Malvo a commencé à travailler pour lui, apprenant tous les rouages de l'entrée illégale aux États-Unis. Il a finalement emménagé avec Muhammad et a rejoint la nation de l'islam. Dans sa nouvelle maison, Malvo a trouvé stabilité et structure. Il n'était plus battu pour de petites infractions, les désaccords étaient discutés de manière civilisée, et les punitions consistaient en des pompes, non en des coups de poing ou de ceinture. En se rappelant ce qu'il a ressenti lorsqu'il a enfin déménagé, Malvo a écrit « J'ai été accueilli dans la famille comme si j'avais toujours été avec eux. J'avais enfin trouvé une famille. » Finalement, cependant, les choses ont changé lorsque Muhammad a été arrêté en mars 2001 à l'aéroport d'Antigua, en lien avec la carrière criminelle qu'il s'était construite. 2 jours après son arrestation, il s'est évadé et a organisé le transfert de ses enfants dans une maison sûre, pris en charge par sa petite amie. C'est à cette période que Malvo a cessé d'aller à l'école. Ses amis se rappelaient en combien il avait changé. Désintéressé par les filles et le sport, il était devenu fanatique de sa nouvelle religion, des armes à feu et de la musculation. Il disait avoir quitté l'école pour s'occuper des enfants de Muhammad. 2 semaines plus tard, Muhammad est revenu vers Malvo et les enfants, reprenant la contrebande. Malvo enseignait aux enfants et aidait l'entreprise, tandis que la petite amie de Muhammad gérait les tâches ménagères. Una a rapidement découvert que Malvo ne fréquentait pas l'école, mais il a refusé de lui parler lorsqu'elle a appelé. L'adolescent subissait la pression. Il voulait donner son avis sur l'utilisation de l'argent du foyer, mais la petite amie de Muhammad pensait autrement.
Il avait du mal à joindre les deux bouts dans l'ensemble parce que Muhammad était souvent à l'étranger pour affaires, et finalement il s'en est pris à John Jr., l'aîné des enfants de Muhammad, en l'agressant. En conséquence, John Jr. a commencé à s'éloigner de Malvo. Aux États-Unis, Oona vivait près de Fort Myers, en Floride, et prévoyait d'épouser un Américain rencontré peu après son arrivée. Elle voulait faire venir Malvo, mais elle manquait encore d'argent. Elle ignorait que Muhammad avait d'autres projets pour l'adolescent. Après son retour à Antigua, Muhammad a emmené Malvo et ses 3 enfants à Porto Rico, puis aux États-Unis. C'était en mai 2001 et Malvo voyageait sous le nom de Lindenberg Williams, qui est le nom du fils aîné de Muhammad, qu'il a eu avec sa première femme. Arrivé en Floride, le groupe a rejoint Fort Lauderdale. Oona l'a appris en appelant la résidence de Malvo, puis a aussitôt contacté Muhammad pour exiger le retour de son fils. Muhammad, Malvo et John Jr. sont allés rendre visite à Oona au travail. Elle semblait ravie de voir son fils et a nourri le trio en attendant la fin de son travail. Muhammad a rassuré Malvo en lui disant qu'il pourrait convaincre sa mère de le laisser rester avec lui, mais Oona n'aimait pas cette idée et a continué de rejeter le plan de Muhammad pour garder Malvo avec lui. Le lendemain, cependant, Malvo a pris sa propre décision. En entrant au travail, Oona a exigé la présence de son fils, mais Malvo est resté dans la voiture avec Muhammad et ils sont partis ensemble. Oona refusait de laisser partir son fils, et elle a appelé Muhammad en menaçant de faire intervenir la police. Muhammad et Malvo ont rendu visite à Oona, ce qui a poussé la mère à expulser Muhammad de son appartement et à garder Malvo. En restant avec Oona et en travaillant avec elle, Malvo est redevenu dépressif et renfermé. Bien qu'il gagnait son propre argent, sa mère insistait pour qu'il contribue aux dépenses du foyer et à l'entretien, si bien qu'il se retrouvait sans le sou. Pendant ce temps, Muhammad était retourné à Washington, mais il a été arrêté avec ses enfants enlevés. Le 4 septembre 2001, après une bataille pour la garde, Mildred a obtenu la garde exclusive de leurs 3 enfants. À ce moment, Mildred a compris que sa vie était en danger. Elle avait pris à Muhammad ce qu'il aimait le plus et il l'avait déjà menacé de mort. Elle était désormais l'ennemie de son ex-mari et donc, avec ses enfants à ses côtés, Mildred a quitté l'État. Mildred a eu du mal à recréer des liens avec ses enfants. John Jr. refusait de l'étreindre et se fâchait pour des détails. Pendant ce temps, la plus jeune fille du couple n'arrivait pas à dormir. Elle se réveillait constamment au milieu de la nuit pour vérifier que sa mère était toujours là. Quant à Muhammad, lui et Malvo continuaient à se parler tous les vendredis à 16h au téléphone. En se rappelant le moment où Muhammad avait expliqué que ses enfants lui avaient été retirés, Malvo écrivit « Il a touché quelque chose en moi, ce vide qui aspirait à être comblé. Je voulais avoir un père qui m'aime comme ça. Je voulais savoir que quelqu'un tenait autant à moi. Lorsqu'il m'a demandé de l'aider à récupérer les enfants pour reformer une famille, cela a bouleversé l'enfant qui, 5 ans plus tôt, avait fui vers son père mais avait été rejeté. » Après de nombreuses disputes avec Oona, Malvo a décidé de fuguer et il s'est rendu à Washington pour rencontrer l'homme qu'il appelait son père. Le duo a d'abord séjourné dans un refuge avant de s'installer chez un ami de Muhammad à Tacoma. Cela devint vite une routine hebdomadaire pour le duo d'aller ensemble au stand de tir, s'entraîner aux armes, et Malvo commença à voler sur les instructions de Muhammad. Il n'a pas fallu longtemps avant que Malvo sache tout ce qu'il y avait à savoir sur les armes à feu. Muhammad a également donné à Malvo des jeux vidéo sur la guerre, l'infiltration et le tir de précision, et lui a fait découvrir des films sur les snipers. Au milieu de tout cela, Malvo a été, pour la première et apparemment la dernière fois, victime d'une agression physique de la part de Muhammad. Oona est venue à Washington pour retrouver son fils, mais même avec l'intervention de la police, Malvo a continué d'ignorer ses supplications pour qu'il revienne vers elle. Elle l'a averti qu'il était utilisé, et Muhammad a admis à Oona qu'il avait besoin d'un garçon intelligent pour ses plans, pas simplement n'importe qui trouvé dans la rue. Mais malgré tout, Malvo est retourné auprès de son père. Leur lien, semblait-il, était indestructible. Malvo et Muhammad ont d'abord été arrêtés pour des chefs d'accusation fédéraux, finalement abandonnés. En Virginie, Malvo a été inculpé de 2 crimes capitaux, le meurtre de l'analyste du FBI Linda Franklin lors d'un acte de terrorisme et le meurtre de plus d'1 personne sur une période de 3 ans. Il a aussi été inculpé pour usage illégal d'armes à feu lors du meurtre.
Muhammad devait d'abord être inculpé dans le Maryland, mais l'affaire a été transférée en Virginie car cet État était jugé plus enclin à appliquer la peine de mort. Il a été inculpé de 4 crimes, dont le meurtre avec circonstances aggravantes pour la fusillade de Dean Myers. En vertu de la loi antiterroriste de la Virginie, un homicide commis dans l'intention de terroriser le gouvernement ou le public en général, complot en vue de commettre un meurtre et usage illégal d'une arme à feu. Le procès, prévu d'abord dans le comté de Prince William, a été déplacé à Chesapeake et Virginia Beach, à plus de 160 km d'Ashland, pour éviter un jury biaisé. Les enquêteurs et l'accusation ont affirmé lors des audiences que Muhammad voulait tuer Mildred, qu'il tenait responsable de son éloignement de ses enfants. Mildred avait été victime de violences de plus en plus graves avant de finalement le quitter, emmenant les enfants avec elle. Il lui aurait dit « Tu es devenu mon ennemi, je vais te tuer ». Muhammad a admis être allé dans le Maryland pour retrouver son ex-femme et ses enfants. La théorie avancée par l'accusation est que les autres fusillades commises par Malvo et Muhammad visaient à dissimuler le mobile du crime. Muhammad pensait ne pas être suspecté du meurtre de sa femme si sa mort semblait un acte parmi d'autres violences aléatoires. Il fréquentait le quartier du Maryland où elle vivait et certaines attaques ont eu lieu près de chez elle. Pour sa part, Mildred pensait aussi qu'elle était la cible visée. Elle a déclaré qu'un policier lui avait dit « Madame Muhammad, ne saviez-vous pas que vous étiez une cible ?» Malvo a passé la majeure partie de son procès en 2003 à dessiner sur un bloc-notes. En prison, il a écrit de nombreux textes décousus et diatribes sur l'injustice de sa situation, écrivant « J'ai été accusé dans ma mission. Allah sait que je vais souffrir maintenant. Oh, ce qu'elle est de tas au quai des Jeuldés. » Ses dessins représentaient en des figures comme Ben Laden et Saddam Hussein, mais aussi des personnages de Matrix. Elles ont été largement jugées sans importance. La preuve principale lors de son procès était un aveu enregistré peu après son arrestation, où Malvo assumait la responsabilité des crimes et admettait être le seul tireur, ce que la défense a affirmé être, en partie, incompatible avec les faits. La défense a aussi indiqué que Malvo avait été formé à s'autodétruire devant le tribunal. L'un de ses psychologues en prison, Dewey Cornell, a déclaré au tribunal que Malvo comprenait qu'il était formé pour une mission et que le but était de récupérer les enfants de Mohammed. L'homme de 41 ans contrôlait tous les aspects de la vie de l'adolescent, de l'exercice à l'alimentation, même ses pensées. Malvo a déjà dû rester debout, enchaîné à un arbre dans la neige pendant des heures, pour apprendre à résister à un interrogatoire en cas d'arrestation. Muhammad a entraîné Malvo à utiliser différents types d'armes et l'a également endoctriné avec des enseignements selon lesquels les personnes blanches étaient des démons qui opprimaient les personnes noires. Malvo a admis que son premier test avait été le meurtre de Kenya Cook. Il se rappelait s'être tenu là, avoir parlé et ri avec elle, entendant un enfant dans la maison avant de tirer sur Kenya. Le rôle de Malvo dans les crimes a suscité de nombreux débats. Les procureurs du procès ont rejeté l'idée que le jeune homme de 17 ans était moins responsable de ces crimes à cause de l'influence de Muhammad. Mais Malvo a plaidé non coupable pour cause de folie à toutes les accusations portées contre lui, au motif qu'il était complètement sous le contrôle de l'homme plus âgé. Son avocat principal, Craig Cooley, a affirmé que les jeux vidéo violents avaient influencé son état d'esprit et sa volonté de tuer. Cependant, plusieurs sociologues ont contesté, affirmant que d'autres facteurs dans la vie de Malvo étaient l'un plus significatifs. Mohamed, pour sa part, a affirmé que lui et Malvo étaient innocents. Lors de son procès en 2003 pour le meurtre de Dean Myers, il a obtenu le droit de se représenter lui-même. Après les déclarations liminaires, Mohamed a de nouveau fait appel à son avocat. Lors de l'audience, l'accusation a fait comparaître 130 témoins et présenté plus de 400 pièces à conviction destinées à prouver qu'il avait commis les meurtres et ordonné à Malvo de l'aider à le faire. De nombreux sans-témoins ont signalé la présence de sa Chevrolet Caprice bleue sur les lieux de plusieurs crimes et le fusil retrouvé dans le véhicule a été relié à 11 des attaques. La défense a demandé l'abandon des chefs d'accusation de meurtre passibles de la peine de mort, faute de preuves directes. L'ADN des deux hommes a été retrouvé sur le fusil. Ils ont ensuite affirmé qu'il ne pouvait être condamné à mort selon la loi de Virginie sur l'auteur matériel du tir que s'il avait appuyé sur la gâchette pour tuer Dean Myers, et aucun témoin ne l'a vu faire. Malgré cela, le 17 novembre 2003, Muhammad a été reconnu coupable des 4 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés.
Le jury a délibéré pendant 5 heures sur 2 jours et a recommandé qu'il soit condamné à la peine de mort. Le juge a approuvé cette condamnation. Malvo, pour sa part, a également été reconnu coupable des 3 chefs d'accusation retenus contre lui le 18 décembre 2003. Le jury a délibéré pendant près de 14 heures. Le 23, ils ont recommandé qu'il soit condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Et le 10 mars 2004, il a reçu cette peine. En mai 2005, le Maryland et la Virginie ont accepté d'extrader Muhammad vers le Maryland, où d'autres accusations l'attendaient. Il a été détenu dans une prison de haute sécurité appelée Sussex One State Prison, près de Waverly, dans le comté de Sussex, en Virginie, en attendant son procès. Malvo a également été temporairement remis au Maryland pour un procès séparé. Malvo et ses avocats semblaient prêts à négocier, tandis que Muhammad et son équipe refusaient l'extradition, qui a néanmoins eu lieu. Lors de son séjour dans le Maryland, Malvo a plaidé coupable à 6 meurtres et avoué d'autres meurtres dans d'autres États lors des interrogatoires. Il a aussi témoigné contre Muhammad en 2006 et admis qu'il n'était pas toujours celui qui tirait. Il a dit devant les tribunaux qu'il avait avoué agir seul pour éviter la peine de mort à Muhammad. Il a affirmé avoir commis jusqu'à 17 meurtres. Lors du procès, Malvo a détaillé le plan final du duo. Il a affirmé vouloir aider les familles des victimes en laissant toute l'histoire être révélée. En 2 jours de témoignage, il a détaillé chaque aspect de la fusillade et révélé le but de leur crime. Il aurait été rapporté que Muhammad avait élaboré un plan en 3 phases, qui devait se dérouler à Washington, D.C. et à Baltimore, dans le Maryland. La première phase visait à planifier, cartographier et s'entraîner dans différents lieux de Washington, D.C. et alentours. Ainsi, les hommes sauraient quelle sortie prendre après une fusillade et pourraient en y rejoindre une autre zone facilement. Ils voulaient tuer 6 personnes blanches par jour pendant 30 jours, mais leur plan a échoué à cause de la circulation et de l'absence de cibles dégagées. La deuxième phase devait idéalement avoir lieu à Baltimore. Malvo a déclaré que sa part du plan était sur le point d'être mise en œuvre, mais qu'elle n'a jamais été réalisée. Tout devait débuter par le meurtre d'une femme enceinte, les hommes tirant dans son ventre, puis l'assassinat d'un policier de Baltimore. Ils auraient ensuite fait exploser des explosifs remplis d'éclats d'obus pendant les funérailles de l'officier, afin de tuer facilement de nombreux policiers. À la troisième phase, les hommes extorqueraient des millions au gouvernement américain pour financer un plan plus vaste, impliquant leur départ au Canada. Et, en chemin, ils recruteraient tant de jeunes garçons noirs impressionnables, en manque de repères, et pour lesquels Muhammad jouerait un rôle paternel. Après leur recrutement, ils les formeraient aux armes et à la discrétion, comme ils l'avaient appris. Après leur formation, ils comptaient les envoyer commettre des fusillades de masse dans d'autres villes. Ces incidents seraient coordonnés et plongeraient le pays dans le chaos. Le 30 mai 2006, Muhammad a été reconnu coupable de 6 meurtres et condamné à 6 peines de prison à vie consécutive, sans libération conditionnelle. Le 10 octobre de la même année, Malvo a plaidé coupable aux 6 meurtres dont il était accusé dans le Maryland. Il a aussi reconnu, avec son complice, avoir tué Jerry Taylor alors qu'il jouait au golf à Tucson, en Arizona. Malvo a reçu 6 peines de prison à perpétuité consécutive sans libération conditionnelle. Malvo et Muhammad n'ont pas été les seuls critiqués pour les événements de l'automne 2002. Selon un article rédigé par le Seattle Times en avril 2003, Muhammad a perfectionné son tir au stand de tir Bullseye. Le journal affirmait que Bullseye est le magasin où il a obtenu le fusil qu'il détenait illégalement au moment de son arrestation. L'ATF a déclaré que le magasin et ses propriétaires avaient une longue histoire de violations concernant la vente d'armes à feu et la tenue des registres, et qu'il existait un dossier sur l'établissement comprenant 283 pages. Quelques mois plus tard, en juillet, l'ATF a révoqué la licence fédérale d'armes à feu de Brian Borgelt, un ancien sergent-chef des Rangers de l'armée américaine et propriétaire de Bullseye Shooter Supply. Plus tard ce mois-là, Borgelt a cédé le magasin à un ami, mais a continué à gérer le stand de tir et à posséder le bâtiment du magasin. Avant cela, en janvier 2003, le Legal Action Project du Brady Center to Prevent Gun Violence a intenté une action civile contre les deux.
Bushmaster, le fabricant et distributeur du fusil, et Bullseye Shooter Supply, au nom de nombreuses victimes des attaques du tireur d'élite de Washington et de leurs familles. Étaient également inclus dans la plainte Malvo, Mohammad et Borgelt. Malvo, mineur, et Muhammad, avec un passé de violence domestique, ne pouvaient légalement acheter d'armes à feu. La plainte affirmait que Bullseye Shooter Supply gérait son magasin de Tacoma, Washington, si négligemment que des dizaines d'armes disparaissaient souvent. Et elle tenait des registres si médiocres qu'elle n'a pas pu retrouver la trace du fusil Bushmaster utilisé lors des fusillades de snipers, lorsque les agents fédéraux ont demandé les documents de vente de l'arme. Elle affirmait aussi que le vendeur ne pouvait retrouver la trace de centaines d'armes reçues des fabricants avant les attaques. Il a aussi été dit que le magasin a continué à vendre des armes de façon irresponsable, même après la découverte que les auteurs des attaques du sniper de Washington y avaient illégalement obtenu leurs armes. La réglementation n'a pas été renforcée et Bushmaster a continué à compter le magasin parmi ses revendeurs malgré la connaissance de son historique d'infraction. L'affaire devait être jugée en avril 2005, mais les parties concernées ont réglé l'affaire avant cette date. Bushmaster a indiqué avoir réglé l'affaire à cause de la hausse des frais juridiques et de la baisse de l'assurance restante. Au final, Bullseye Shooting Supply a versé $2 millions dans le cadre d'un règlement à l'amiable, tandis que Bushmaster a contribué à hauteur de $500 000. Cette dernière entreprise a également accepté de former ses revendeurs à des pratiques commerciales plus sûres. Suite à cette déclaration, Sonia Wells, la mère de la dernière victime, Conrad Johnson, a déclaré aux médias « Je pense qu'un message a été envoyé, à savoir que vous devez être responsable et redevable des actes de personnes irresponsables lorsque vous fabriquez ces armes et que vous les mettez entre leurs mains. » Quant à Mohamed, en avril 2008+, de 18 mois avant son exécution, son avocat a fait appel en invoquant des preuves de lésions cérébrales qui auraient pu le rendre inapte à prendre des décisions juridiques. Ils estiment qu'il n'aurait pas dû assurer sa propre défense lors de son procès en Virginie. Un mois après avoir fait appel, Mohamed a demandé au procureur de l'aider à abandonner ses recours contre sa condamnation et sa peine de mort, afin que vous puissiez assassiner cet homme noir innocent. Le 16 septembre 2009, la date d'exécution de Mohamed a été fixée au 10 novembre. Il a refusé de choisir sa méthode d'exécution et, par défaut, il a donc reçu l'injection létale. Ses avocats ont déposé une requête auprès de la Cour suprême des États-Unis pour suspendre son exécution, mais celle-ci a été rejetée. De même, ils ont également demandé la clémence au gouverneur de Virginie, Tim Kaine, mais cela a également été refusé. Ses avocats ont dit à l'Associated Press que son dernier repas était du poulet à la sauce rouge et des gâteaux. Muhammad est mort par injection létale au centre correctionnel de Greensville, à Jarrettsville, en Virginie, le 10 novembre 2009 à 9h11 du soir. Son exécution a été observée par 27 personnes, et lorsqu'on lui a demandé s'il avait des derniers mots, il n'a donné aucune réponse. Lee Boyd Malvo purge toujours sa peine à la prison d'État de Red Onion, comté de Wise, Virginie. Au fil des ans, il a tenté de se racheter et donné plusieurs interviews sur les fusillades. En octobre 2007, il a contacté Cheryl Wetz, la fille de Jerry Taylor, l'une des victimes de Lee Boyd Malvo, et s'est excusé pour ses actes. Et 3 ans plus tard, en février 2010, il a écrit une lettre à une autre victime, John Gatter, pour s'excuser de lui avoir tiré dessus. On peut lire dans certains passages de la lettre « Je suis vraiment désolé pour la douleur que je vous ai causée, à vous et à vos proches. J'ai été soulagé d'apprendre que vous n'avez pas subi de blessures paralysantes et que vous êtes en vie. » Le 29 juillet 2011, un juge du circuit du comté de Wise a rejeté la demande de Malvo de changer de nom. Il a déposé une requête auprès du tribunal pour changer de nom, affirmant qu'il serait plus en sécurité si les autres détenus ne connaissaient pas son vrai nom en raison de la notoriété qui y est attachée. En 2012, il a allégué que Muhammad abusait sexuellement de lui. En mai 2017, un juge du tribunal fédéral de district en Virginie a annulé la condamnation de Malvo à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle au motif qu'elle était inconstitutionnelle selon l'arrêt Miller contre Alabama, puisqu'il n'avait que 17 ans au moment des meurtres. En août, un juge du tribunal de circuit du Maryland a jugé que cette décision ne concernait pas les affaires dans le Maryland. Le juge a noté que le juge initial qui s'était occupé de l'affaire avait pris en compte tous les facteurs pertinents et avait conclu que l'accusé était irrémédiablement corrompu.
Cependant, ce n'était pas la fin. En juin 2018, la Cour d'appel des États-Unis du 4e circuit a confirmé que sa peine à perpétuité sans libération conditionnelle était inconstitutionnelle. Une semaine après, le procureur général de Virginie, Mark Herring, a annoncé que son bureau voulait saisir la Cour suprême des États-Unis sur cette affaire. L'affaire a été entendue en octobre 2009. Cependant, le 24 février 2020, Malveaux a demandé à la Cour suprême de rejeter son appel comme étant sans objet, car un changement dans la loi de l'État de Virginie le rendait inéligible à la libération conditionnelle dans cet État. Il sera éligible à un examen en vue d'une libération conditionnelle à la fin de l'année 2022, bien que ses peines de prison à perpétuité dans le Maryland ne soient d'un pas affectées par ce changement. Malveaux tente aussi de faire appel de ses peines dans cet État. Le 10 mars 2020, Malveaux a épousé Savelle Noël Knapp lors d'une cérémonie à la prison. Knapp est la petite fille d'un des plus riches promoteurs immobiliers de l'Iowa et une héritière. Elle consacre une grande partie de son temps à faire campagne et à être une militante de gauche. Le couple s'est rapproché en 2018 lorsqu'elle a commencé à lui écrire en prison. En septembre 2012, Malveaux, âgé de 27 ans, a accordé une interview au Washington Post. Il a dit au journal « J'étais un monstre ». Si vous regardez la définition, c'est ce qu'est un monstre. J'étais une goule, j'étais un voleur. J'ai volé la vie des gens. J'ai exécuté la volonté de quelqu'un d'autre simplement parce qu'il me l'avait dit. Il n'y a ni rime, ni raison, ni logique.